Jérémy Mercier, je suis très heureuse de t'accueillir en Suisse, à Aubonne, dans le très bel arboretum au bord du Léman. J'aimerais d'abord te demander de me raconter quel est ton parcours, comme tu le dis très joliment toi-même, de naïf à complotiste. Ok, déjà merci Isabelle de m'avoir invité pour cette conférence hier soir avec Pierre Chaillot, effectivement à Aubonne. Donc mon parcours rapidement, donc moi je suis scientifique de formation, j'ai fait une prépa scientifique en France, maths sup, maths spé, je ne sais pas si les Suisses connaissent, mais bon c'est un truc après le bac à la fin du lycée, qui prépare à des concours très sélectifs en sciences. Et je suis entré à l'école normale supérieure de Lyon en chimie. Donc on était une toute petite promo, on était 14, quelque chose comme ça. Et puis après j'ai fait un DEA, donc un diplôme d'études approfondies qui est maintenant un master à l'école des ponts et chaussées à Paris. Et puis j'ai fait aussi une année à l'école des eaux et forêts à Paris également. Et enfin j'ai fini par un doctorat en recherche environnementale à l'Imperial College à Londres. Et donc j'ai cette base scientifique qui m'est très utile aujourd'hui parce que j'ai bifurqué dans mon parcours à un moment en commençant à me passionner pour la santé à partir, je dirais, de 2006, mais à en faire mon métier vraiment à partir de 2012. Et donc j'ai ce cursus scientifique de base qui me permet d'aborder les choses avec un angle de vue peut-être différent de ce qu'on voit habituellement et comment dire, d'essayer de décrypter ce qui est juste et ce qui n'est pas juste dans le domaine de la santé. Et donc c'est pas facile, ça prend beaucoup de temps, ça demande d'être en vigilance extrême en permanence, mais c'est ce qui m'a permis de comprendre que début 2020, il se passait quelque chose qui n'était pas cohérent, pas logique, pas normal, et qui me rappelait beaucoup l'affaire H1N1 de 2009-2010. Et à l'époque, j'ai même cru qu'en France, en tout cas, je me suis dit les Français avaient tout à fait résisté à cette arnaque en 2009-2010. Et je m'étais dit, ça devrait être pareil en 2020. Sauf que les méthodes ont été plus fortes en 2020 en termes de coercition. Et malheureusement, la très grande majorité de la population est tombée dans le panneau, et complètement dans le panneau, et même est allée jusqu'à réclamer les muselières, à cautionner les confinements, les couvre-feux, etc. Et moi, donc, je parle ouvertement des dérives de la santé et des mensonges autour de la santé. J'en parle publiquement, je dirais, depuis 2016-2017 en vidéo. Et quand j'ai vu ça arriver, là, je me suis dit, je n'ai pas d'autre choix que d'en parler haut et fort. Et puis on verra ce qui se passera, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a enlevé ce filtre sur Oui. ton esprit, Oui. ton analyse et ton observation du monde extérieur pour avoir le monde à nu? Ouais, moi je pense. Alors j'ai eu des expériences aussi très intéressantes qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont confronté au réel. J'ai fait des stages en chimie, en laboratoire vraiment pendant mes études, mais aussi, et là je sortais un petit peu de ce qui se faisait habituellement dans le parcours habituel des gens qui font le même type d'études que moi. J'ai fait des stages aux Nations Unies, à Beyrouth, à l'ESCOA, en 2005, et un autre à l'UNESCO, au siège mondial à Paris, en 2006. Ça m'a permis de voir de l'intérieur les organisations internationales, et ça a été assez choquant pour moi, en fait. Et oui, ça a été assez choquant pour moi, et moi qui pensais que ce serait des lieux de grande défense des droits de l'homme et de véritable amour de l'humanité, j'ai vu un peu l'opposé, voilà. Et donc ça a été une première confrontation un peu douloureuse, mais très éclairante. Et ensuite, pendant ma thèse, là, ça a été assez monstrueux, puisque j'ai fait une thèse où je commençais très naïvement en tant que quelqu'un qui défend les énergies renouvelables et les biocarburants, que j'appelle agrocarburants désormais. J'ai tout un chapitre dans ma thèse où j'explique pourquoi j'utilise ce terme de agrocarburant et pas le terme biocarburant qui est très trompeur, qui fait penser que c'est l'agriculture bio, etc. Alors que c'est vraiment le contraire de l'agriculture bio pour produire les agrocarburants. Bref, et j'ai compris l'arnaque des agrocarburants au bout de 6 mois. Et ça n'a pas beaucoup plu à mes financeurs, pas du tout, ils n'ont pas été contents du tout. Et donc j'ai reçu des pressions hallucinantes de la part de grosses entreprises qui étaient derrière ma bourse de thèse. Et là, ça m'a vraiment fait comprendre la puissance des lobbies et comment les lobbies et des grands intérêts industriels peuvent aller à l'encontre d'une recherche objective, puisque normalement quand on fait un travail de chercheur, et en particulier pendant une thèse de doctorat, c'est de la science et c'est objectif. Il ne s'agit pas d'aller dans un sens précis qui plairait aux financeurs. Autrement, c'est plus de la recherche, un travail de consultant. Et je me suis retrouvé à être très isolé dans mon laboratoire à Imperial College, puisque tous les autres travaillaient comme des consultants.
et ils avaient des bourses de thèse de tel ministère ou de telle entreprise, etc. Ou même les chercheurs aussi avaient des financements comme ça. Et en fait, ils travaillent comme des consultants puisqu'ils allaient dans la direction et pour atteindre les conclusions attendues par le financeur. Moi, c'est pas comme ça que je travaille, c'est pas comme ça que j'envisage la science. J'envisage la science comme quelque chose d'entièrement libre, et puis on voit ce qui se passe sur le chemin. Et moi, la déconvenue a été la suivante, c'est que j'ai découvert au bout de 6 mois que c'était une grosse arnaque, tout ça, et ça m'a amené après à remettre en question beaucoup de choses dans le domaine environnemental. Et je suis au bout de ma thèse, je suis docteur, hein, j'ai un doctorat en recherche environnementale, ça a été dur, mais je l'ai eu au bout. Et j'ai découvert vraiment cette difficulté à faire des recherches scientifiques indépendantes dans un monde où les intérêts financiers sont colossaux et où on attend des choses très spécifiques de la part des chercheurs. Alors on a vu évidemment depuis 2020 que le monde de la santé et toutes les mesures sanitaires qui ont été mises en place pour soi-disant nous protéger de la propagation de la maladie étaient elles-mêmes aussi conditionnées par des intérêts économiques, par les grandes industries pharmaceutiques en particulier évidemment. Tu t'en es ouvert hier soir lors de cette conférence à Aubonne. Alors, Jérémy, est-il dangereux d'aller visiter sa grand-mère? Sommes-nous des êtres contagieux? Faut-il se méfier du rhume de l'autre? Alors, c'est pas une question très simple, mais je vais essayer d'y répondre de manière structurée. Donc, déjà, en 2020, moi, je croyais, on va dire comme ça les choses, je croyais encore au virus quand même. C'est-à-dire que j'avais entendu en 2009-2010 des choses sur Béchamp, les microzymas, que la maladie c'était pas ce qu'on pensait, etc. Mais c'était dans un coin de ma tête, j'avais pas vraiment exploré ça. Et en 2020, je comprends l'arnaque, je comprends que les muselières ne servent à rien, à part à conditionner les autres, à faire croire qu'il y a une terrible pandémie, etc. Et puis c'est aussi un symbole de soumission hallucinant. Ça je le comprends bien, mais je me dis que bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a le rhume comme d'habitude, il y a la grippe comme d'habitude, et puis peut-être quelques malades en plus, mais c'était marginal, quoi, c'était pas un sujet. Ça, je le comprends bien, mais je ne suis pas encore à remettre en question l'idée que y aurait que les virus, cette notion-là, serait fausse, ou en grande partie fausse. Et les choses sont venues progressivement, et notamment à la lecture d'un livre qui s'appelle Virus Mania, que Denis Rancourt, avec qui je travaille depuis 4 ans, m'a conseillé. Je ne sais même pas s'il l'a lu jusqu'au bout d'ailleurs. Mais en tout cas, lui, il me l'a conseillé et je l'ai lu. J'ai mis beaucoup de temps pour le lire parce que chaque page était un peu comme une grosse claque dans la gueule, je dirais. Et j'ai été vraiment fasciné par la démarche des 4 auteurs du livre et ce qu'ils mettent en avant. C'est-à-dire que, en tout cas, pour les maladies qu'ils étudient dans le livre, on n'a pas besoin de faire intervenir un virus pour expliquer les choses. Au contraire, la théorie virale sert à cacher les véritables causes des maladies. Et ça, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et j'ai compris comme ça progressivement qu'effectivement, mettre en avant le virus ou un type de virus comme la cause d'une maladie était une façon extraordinaire de cacher les véritables causes, environnementales, psychologiques, toxiques, carences alimentaires, peu importe. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être malade d'une maladie dite virale. Et que, en fait, j'attends les preuves véritables, et j'en ai pas aujourd'hui, que certaines maladies soient effectivement, c'est un virus qui est responsable. Et donc, effectivement, en tant qu'humain potentiellement porteur du virus, on puisse être dangereux pour les autres. Mais moi, je crois que si on veut que sa grand-mère meure plus vite, il ne faut pas aller lui rendre visite, il faut l'enfermer chez elle. Et c'est ce qui s'est passé pendant cette période où, effectivement, eh bien, beaucoup de personnes dans des établissements de personnes âgées, des EHPAD, en France on appelle ça comme ça, eh bien, on les a laissés de côté, on les a enfermés dans leur chambre. C'est vraiment une torture hallucinante, c'est une violence, je trouve ça inhumain. Et là, ça arrive souvent, c'est ce qu'on appelle un syndrome de glissement. Les gens se laissent mourir. Et c'est parce que leur vie est tellement dure, tellement insupportable. On est des êtres sociaux, on est des animaux sociaux, on a besoin d'attaquer les autres, on a besoin de contact, de se toucher, de se parler. Et laisser une personne âgée enfermée dans sa chambre, parfois pendant 15 jours ou 3 semaines, sous prétexte soi-disant pour la protéger, eh bien c'est la meilleure façon de tuer la personne. En mettant tout sur le dos du virus, est-ce que c'est pas aussi une manière de déresponsabiliser les humains, de prendre soin de leur santé selon les moyens que la nature nous a donnés? C'est vrai que quand on met tout sur le dos d'un virus,
c'est comme si le reste de la santé n'existait pas, comme si on n'avait aucun pouvoir sur sa propre santé et qu'on est de pauvres petits êtres dépendants du bon vouloir de ce virus dangereux ou même malin, puisque en France, il y a des ministres qui ont dit que le virus était malin, parce que quand on est assis, on est protégé, mais quand on est debout, on peut être touché par le virus qui se promène et qui va ne toucher que les personnes qui n'ont pas reçu l'injection en plus. Hein. Les autres sont protégés, ils ont comme une espèce d'armure incroyable. Voilà, donc on a eu des discours complètement délirants. Et effectivement, faire porter le chapeau de notre état de santé à un virus, c'est déresponsabilisant au possible. Et ça donne l'impression que sans l'intervention d'entreprises pharmaceutiques philanthropes au possible, comme tout le monde le sait, eh bien on serait morts tous, hein, évidemment. Donc ça, moi effectivement, bien sûr, je combats ce genre de discours complètement absurde et obscurantiste. À partir du moment où on a compris qu'on est responsable de sa santé, déjà, on évite beaucoup de problèmes, première chose. Et effectivement, quand on commence à remettre en question cette théorie virale, ce dogme viral, eh bien, on perd cette crainte qu'on puisse être en danger à cause de ces particules qui viennent infecter nos cellules et se reproduisent et ensuite nous rendre potentiellement dangereux pour les autres. Donc on perd cette culpabilité potentielle et on est beaucoup plus libre. Et ça, je pense que ça ne plaît pas du tout aux autorités. Ce que les autorités veulent aujourd'hui, hein, dans cette période totalitaire, c'est vraiment diviser pour mieux régner, nous isoler. Toutes les méthodes qui ont été utilisées pendant la crise dite sanitaire, qui n'a rien de sanitaire, hein, c'est un coup d'état politique, hein, ça n'a aucun rapport avec la santé, c'est un prétexte, un faux prétexte, eh bien, c'est des choses qui sont là pour nous diviser, nous isoler et nous rendre du coup beaucoup plus faibles aux yeux des autorités. Et ça a marché malheureusement. Ton message est extrêmement encourageant. Ça veut dire que, d'une manière générale, nous n'avons plus à craindre ni les autres, ni la maladie, sinon celle que nous aurions pu gérer nous-mêmes par manque de soins, par manque d'équilibre dans la prise en charge de notre santé. Absolument. En fait. Et même, je dirais que tout ce qui a été mis en place en 2020, 2021 et même 2022, soi-disant pour des raisons sanitaires, était exactement ce qu'il fallait faire pour rendre les gens malades. Le stress, l'isolement, rester chez soi de façon sédentaire et plus faire de sport, tout ça, ça rend les gens malades, évidemment. Il n'y a pas besoin de faire de longues études pour le comprendre, ça. Donc, après, on peut se poser la question de pourquoi c'était fait, mais moi, tel que je comprends les choses, c'est que c'était véritablement fait pour nous contrôler et nous affaiblir. Oui, alors, hier soir, j'ai parlé en particulier, à la fin de la conférence, de la polio, de la grippe espagnole, du sida et je sais plus s'il y a autre chose là, j'ai un doute. Bon. La varicelle Non, la variole, exactement. Et j'ai montré qu'effectivement, donc aujourd'hui, il y a un consensus, je mets plein de guillemets, hein, parce que quand il y a consensus en science, ça veut dire qu'en fait on refuse les dissidents, on leur donne pas le droit de s'exprimer, on les censure, et après on fait croire que tout le monde est d'accord. Bah oui, tout le monde est d'accord si on interdit aux autres de parler, évidemment. Donc voilà, donc c'est comme ça que se construit le consensus scientifique aujourd'hui, et on peut voir ces maladies différemment, et on peut les comprendre par exemple la polio. La polio, exactement, c'est un exemple qui est vraiment très très intéressant, et la polio, on peut la comprendre comme déjà un ensemble de plein de maladies différentes, mais en particulier des maladies qui sont associées à de l'exposition à un insecticide qui a été très utilisé jusqu'aux années 60, le DDT, et qui est très sans doute responsable de la majorité de ce qu'on appelait la polio à une époque. Et il a fallu qu'on interdise progressivement le DDT, qu'il soit banni, qu'il ne soit plus commercialisé, pour que les épidémies de polio disparaissent. Et on a attribué ça au vaccin qui s'est développé en même temps, mais ça n'a probablement aucun rapport avec le vaccin, mais bien avec l'interdiction du DDT. Et les rares cas de polio qu'on trouve aujourd'hui, enfin de polio avec des guillemets qu'on trouve aujourd'hui dans le monde, c'est dans les quelques dernières régions ou pays qui utilisent encore le DDT. La variole? Alors la variole, là, c'est un peu plus complexe, c'est lié à tout un ensemble de conditions de vie, et effectivement, c'était vraiment une maladie associée à l'extrême pauvreté. Donc on avait beaucoup de varioles dans les pays européens à la fin du 19e siècle. Hein. Les gens vivaient dans des conditions épouvantables dans les villes, enfin pas tous, mais une grande partie vivaient dans des conditions épouvantables. Et quand on améliore les conditions de vie, quand les gens ne vivent plus à 15 par chambre dans des environnements insalubres, sans aération, avec un chauffage moisi, des rats qui courent dans tous les sens, avec un accès à une nourriture
complètement avariés, les gens vont mieux. Et on voit, quand on regarde la courbe de mortalité de la variole, elle diminue de façon spectaculaire sans qu'il y ait forcément l'utilisation des vaccins. Donc on voit en fait que, d'après tes graphiques hier soir aussi, que toutes les courbes de mortalité diminuent dès que le niveau de vie, les qualités de vie augmentent, absolument. s'élèvent. Et comme par hasard, on vient avec les vaccins à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Et ils arrivent. Ils n'ont rien à voir avec le succès finalement de l'éradication de la maladie. C'est ça. Quand on regarde la mortalité par maladie, c'est vrai qu'on se rend compte que les vaccins arrivent quand le combat est déjà fini. Et on attribue tout le mérite de la diminution de la mortalité de la maladie aux vaccins, alors qu'ils arrivent, alors que, par exemple, c'était pour la coqueluche et la rougeole, on voyait ces graphiques-là, la diminution de la mortalité est de 98,6% au moment où le vaccin arrive. Donc, ça a été spectaculaire, cette amélioration de cette baisse de la mortalité liée à ces maladies. Le vaccin arrive, et puis après on dit regardez, c'est grâce au vaccin. Et en fait, il y a quasiment plus de mortalité quand ces vaccins arrivent. Donc c'est absurde. Et malheureusement, dans les médias de propagande, on va dire regardez comme les vaccins fonctionnent, et on va montrer des graphes de mortalité ou de cas de malades, et on montre qu'une petite partie, et ça donne l'impression que le vaccin est responsable. Alors qu'en fait, cette tendance a été déjà là depuis très très longtemps.